Salut à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va parler de cardio avant 50 ans, prise de masse musculaire, perte de muscle, force, etc. dans cette vidéo. Vous avez rien compris, moi non plus, mais je vais lire l'intégralité de la question pour que ça puisse être plus précis pour vous. Alors juste petit rappel avant de démarrer, ces questions se retrouvent toutes dans une playlist dédiée sur ma chaîne, donc la question fit, la question du jeudi ou un truc comme ça. Donc ça sort tous les jeudis à 18 heures. Vous pouvez me poser vos questions dans les commentaires, mais de préférence, essayez de mettre des questions qui n'ont soit pas été traitées, soit des questions assez concises. Sinon, si vous voulez rester anonyme, il y a un petit formulaire anonyme également dans la description. Après, j'avais besoin de vous dire aussi qu'il y a un podcast qui est disponible tous les mardis matins à 8 heures qui s'appelle La Pause Fitness sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Et également pour ceux qui sont passionnés, musculation, nutrition, récupération, enfin tout ce qui englobe le monde du fitness, je propose des cours tous les dimanches à 10 heures sur des sujets aussi divers que variés, très souvent basés sur les nouveautés scientifiques pour essayer d'apporter un petit peu d'eau au moulin de la connaissance. Et voilà, donc on passe un moment toujours posé, tranquille, loin des turbulences d'Internet et entre passionnés. Voilà. Bref, alors c'est la question. Alors je vais pas citer le nom parce que je ne sais pas si elle veut que je cite ou pas. Donc bonjour Théo, tout d'abord je tiens à te remercier pour la pertinence de tes vidéos où tout public s'y retrouve, même les quinquas comme moi. D'ailleurs je te remercie aussi pour l'excellente vidéo que tu as réalisée à ce sujet et je me suis abonné aussitôt. Merci, j'espère que vous en avez tous fait autant parce que c'est toujours bon d'avoir un petit peu plus d'abonnés. Bref, ma question tourne autour de cet âge car je suis en pleine période de transition hormonale, 52 ans et préménopause. Donc je suis sportive, ça fait une douzaine d'années que je pratique le karaté 2 à 3 fois par semaine et musculation 5 fois par semaine avec un programme plutôt en intensité, donc gain de force. Je sens que mon énergie diminue, je me doute bien que je n'irai plus sur des perfs comme autrefois et que mes charges maintenant restent stables, voire tendance à diminuer. J'ai changé de méthode d'entraînement et je travaille plus sur de l'intensification, exemple tempo lent, etc. Et j'aimerais garder ma masse musculaire. On me conseille pour cela de passer à la créatine. Combien de grammes selon toi une femme pourrait prendre par jour, sachant ma peur de prendre aussi de la flotte, donc de faire de la rétention d'eau et ne plus pouvoir l'évacuer. Mon poids est stable et l'alimentation ok, sous contrôle, dosage des glucides, protéines et lipides, sachant que mes séances de karaté sont moins cardio qu'avant car j'ai levé le pied sur les combats. Je n'y vais plus que 2 fois par semaine depuis la reprise de septembre, car mon corps commence à souffrir. Est-ce que la créatine pourrait relancer, tel un petit boost, mes perfs et l'énergie? 1 à 2 grammes de créatine ferait-il une différence? Je suis un petit gabarit, 1m65 pour 55 kg, en poids d'hiver. Bref, je pense que tu saisis le sens de ma question. Merci d'avance, Sylvie. Pardon, il ne fallait pas que je dise le nom, mais bon, tu l'as noté. Euh, je vais commencer par le début. Déjà, est-ce qu'il y a une peur de la créatine? Non. La créatine, alors, j'imagine que déjà, la première chose à savoir sur la créatine, il y a des personnes qui en tirent des bénéfices mesurables, quantifiables, tout ce que vous voulez, assez rapidement. Je parle sur les performances, hein. Et d'autres qui voient pas vraiment d'intérêt. Il y en a même certains qui disent avoir des petits effets secondaires désagréables, notamment au niveau des troubles du rythme cardiaque, des choses comme ça. Bon, tout ça n'est pas très bien documenté, même si la créatine doit être un des compléments alimentaires les plus étudiés. Donc des études sur la créatine, il y en a des tonnes et des tonnes. Euh, Moi, j'ai regardé beaucoup les dernières études. Il y en a une qui montrait que un déficit en créatine était euh, plus dommageable pour le système cardiovasculaire que ceux qui avaient un bon statut en créatine. Première chose chez les personnes âgées. Autre chose, le déclin cognitif est moins prononcé chez les personnes qui ont un bon statut de créatine que ceux qui n'ont pas un bon statut en créatine. Et dernière chose très importante, si vous êtes vegan, votre votre apport en créatine est beaucoup plus faible qu'une personne qui mangerait de la viande, des œufs, du poisson, des protéines animales. Donc,
Ça, c'est voilà, c'est un petit truc que je vous donne comme ça, en passant. Après, pour ta prise de masse musculaire et ton énergie et ta force, évidemment que la créatine peut être une aide intéressante si tu réagis bien, si tu arrives à voir les effets sur ton corps, sur ta force et sur ton énergie. La créatine, 1 à 2 grammes par jour, ça veut dire que déjà, tu es bien renseigné parce que tu es loin des phases du passé où on disait phase de charge, où on en prenait beaucoup plus pendant une certaine période et après on réduisait. N'écoute pas trop les ignorants qui pensent que la créatine sont des produits dopants, ou c'est un produit dopant, des choses comme ça. Ce qu'il faut surtout que tu saches, c'est que dans les créatines, il y a diverses formes. Aujourd'hui, je pense que Internet a fait que la qualité des compléments alimentaires s'est améliorée. Je sais que là, il y en a qui sont en train d'hurler, mais c'est vrai. Aujourd'hui, vu qu'il y a beaucoup plus d'espace de débat, d'espace pour pouvoir se renseigner, etc., des mauvais compléments alimentaires ont assez rapidement été pointés du doigt. Il y a quelques années, par exemple, on a pu voir l'arrivée de la protéine native de lait, donc c'est-à-dire tirée immédiatement du lait et pas des dérivés comme des déchets de fromagerie, etc. Aujourd'hui, énormément de fabricants de protéines en poudre, surtout en France, en tout cas dans les pays francophones, se sont tournés vers ce genre de matières premières. Pourquoi? Parce que c'était un argument marketing assez fort et qu'il y avait une demande des clients, parce que le sujet avait été posé sur la table. Mais le sujet n'a pas été posé sur la table par un fabricant, mais par réellement un groupe de personnes qui voulaient s'y intéresser, notamment Michael Gundil à l'époque qui travaillait pour Nutrimuscle, hein, il faut le préciser quand même. Alors, j'ai changé la méthode d'entraînement et je travaille plus sur de l'intensification, exemple le tempo lent, etc. Ça, évidemment, si le tempo lent, donc le tempo lent pour ceux qui savent pas, c'est par exemple vous faites votre développé couché, vous descendez lentement, puis après vous poussez lentement, poussez si c'est lourd, accrochez-vous parce on pousse toujours lentement, mais l'intention n'est pas d'être lent en fait. C'est lent parce que c'est lourd, mais ça ne veut pas dire que c'est lent volontairement. Le tempo lent, ça peut limiter un petit peu la violence, donc les risques de blessures et tout ça. Moi, je connais des gens qui s'entraînent que en lent, c'est-à-dire j'ai un de mes meilleurs amis qui depuis toujours, il a une technique d'exécution extrêmement lente, etc. Et il a un super physique. Il a vraiment, bah voilà. Et quand je vous dis super physique, c'est pas un super physique à la mort moelleux, c'est vraiment un très très bon physique et il a dépassé la cinquantaine aujourd'hui. Mais ça ne viendra pas de ça, ton manque d'énergie et tout. Ton manque d'énergie peut venir de plein d'autres choses. Tu parles que tu es en préménopause, il me semble que c'est quand même une des raisons majeures du bouleversement de tes sensations, etc. J'ai fait un cours très large là-dessus, il me semble même que tu es allé le voir et que tu l'as commenté. Je ne sais pas si cette question que tu m'as posée, vu que je les prends dans la fiche, tu sais, je les imprime, ça se trouve que tu l'avais posée avant ou pas, mais je t'invite à aller voir cette vidéo qui traite vraiment de comment s'entraîner quand on a passé la ménopause ou quand on est en train de basculer dedans. Alors, il y a une partie homme, une partie femme, hein. Dans mes cours toujours, enfin toujours, non pas toujours, mais quand il y a des particularités d'ailleurs, vous essayez toujours de scinder et comment font les femmes, et comment font les femmes, et comment font les femmes. Sachez une chose, c'est que pour énormément de choses, c'est similaire aux hommes, hein, pour la diète, l'entraînement et tout. C'est juste sur des subtilités, notamment les périodes de règles. Et encore, toutes les études ne sont pas en accord là-dessus. Je lisais la semaine dernière encore une étude qui disait, on a fait une grosse méta-analyse, on est en train de se rendre compte que finalement, il n'y avait pas tant de variations que ça autour de la période des cycles menstruels chez les femmes. Bon, allez dire ça à des femmes sportives, elles vous diront toutes que quand arrive la période des règles, elles ont plus faim, elles sont plus irritables, que la douleur engendre de la fatigue, donc de la fatigue engendrée par de la douleur, bah, c'est forcément des performances diminuées à l'entraînement. Voilà. Bon, après, il y a aussi des personnes qui sont des athlètes féminines qui sont ultra sèches, avec peu de graisse, et donc du coup qui rentrent en ce qu'on appelle en aménorrhée. Je crois que c'est comme ça qu'on dit, oui, avec absence de règles. Donc du coup, les souffrances baissent aussi, même si les sécrétions hormonales sont toujours là, hein, mais il y a quand même une réduction des symptômes liés aux règles. Bon, ta question était sur la prise de masse musculaire, donc la créatine, c'est favorable.
Après, sur la rétention d'eau, donc c'était la deuxième partie de ta question. Moi, sur la rétention d'eau, je vais être honnête aussi avec toi, j'ai jamais réellement vu de rétention d'eau comme on l'entend, c'est-à-dire cette rétention d'eau sous-cutanée, cette rétention d'eau désagréable à l'œil, celle qui te voile, qui te floute le physique, avec de la créatine. Au contraire, la créatine a plutôt un effet l'effet de faire pénétrer l'eau à l'intérieur de la cellule. Donc la rétention d'eau ne serait pas extracellulaire, je ne sais pas si je pourrais dire les choses comme ça, mais sous-cutanée, mais plutôt intracellulaire, donc plutôt dans la cellule. Également, euh, un petit peu comme le glycogène, si tu veux faire beaucoup de glycogène, tu vas retenir beaucoup d'eau, mais cette eau retenue par le glycogène, c'est pas une eau qui va épaissir ta peau en fait entre ton muscle et ta peau, quoi. Euh, Par contre, ça va donner un muscle plus plein, plus rempli, parce que justement, tu auras amené avec ce glycogène quasiment 3 fois son poids en eau. Donc il y aura un effet plus rond, pas plus dense, mais plus rebondi, plus gonflé. Et on le sait, hein, si on pousse à l'intérieur, le muscle, s'il gonfle, il grossit, la peau autour va plutôt s'affiner, donc le rendu fera plus sec. La créatine, beaucoup ont remarqué des effets comme ça. Après, peut-être que ceux qui ont remarqué de la rétention d'eau avec la créatine, c'est peut-être que c'était durant les phases où ils faisaient les vieux protocoles avec les phases de charge où ils en prenaient beaucoup. Mais également, est-ce que c'est pas parce que c'était des créatines un petit peu de mauvaise qualité et qui se tapaient des inflammations ou des choses comme ça, qui les mettaient un petit peu sous une sorte d'inflammation qui provoquerait de la rétention d'eau. Ce qui est sûr, c'est que quand tu approches cette phase de la vie que tu vas bientôt traverser ou que tu es en train de traverser, les redistributions graisseuses vont être un petit peu nouvelles pour toi. C'est-à-dire que si tu avais eu l'habitude de stocker plutôt sur le bas du corps, du gras, de la flotte et tout ça, il se peut qu'en plus tu te mettes à stocker sur le ventre. Donc typiquement des problèmes de bonhomme. Puisque nous, c'est là, en règle générale, où on a le plus de problématiques, c'est autour de la taille, quoi. Mais n'aie pas peur de cette flotte, cette rétention d'eau que de toute façon tu vas faire un petit peu en traversant cette période. Il faut pas oublier que ton corps, en fait, il va traverser une période de bouleversements hormonaux et après, il y aura une régulation. J'ai pu discuter avec pas mal de femmes qui ont traversé la ménopause. Elles passent quelques temps, plusieurs mois parfois, à se recalibrer. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand les hormones changent, c'est l'humeur qui change, c'est les habitudes alimentaires qui changent, c'est le niveau d'énergie qui change. Donc c'est toute la structure du mode de vie qui va avoir tendance à changer. Donc le simple fait de changer les humeurs d'une personne, de changer le niveau d'énergie d'une personne, ça va également définir son mode de vie. Parce que si une personne déborde d'énergie, elle aura des grandes facilités à sortir promener le chien plus longtemps, aller se promener dans la forêt, à prendre le vélo pour aller, je sais pas, chercher ses fruits et légumes. Bref. Et l'inverse, si la personne subit une petite baisse d'énergie. Pareil pour le moral. Si la personne a un bon moral, grâce aux hormones, en fait, elle arrive à avoir un moral bien équilibré, une joie de vie, une bonne libido, etc. C'est une personne qui sera beaucoup plus active, beaucoup plus énergique. Et si ça diminue parce qu'il y a une baisse hormonale, ben forcément, cette personne va être un petit peu plus ralentie, aura un petit peu plus de mal à se lancer dans sa séance de sport. Elle va peut-être tenter aussi de se réconforter un petit peu plus avec l'alimentation. Et ben, tout ça, qu'est-ce que ça fait? Ça va faire des changements sur le corps, mais ces changements sur le corps ne sont pas dus qu'au bouleversement hormonal, c'est un phénomène en cascade, c'est le bouleversement hormonal qui induit des nouveaux comportements. Et je pense que ça, il faut très rapidement comment dire, ne pas accepter cette nouvelle composante hormonale comme une fatalité, mais plutôt se dire, OK, maintenant c'est comme ça. Donc, ça va être peut-être plus difficile, mais voilà, il y en a plein qui y arrivent déjà. Et je vais retrouver une autre routine, une autre forme d'équilibre pour pouvoir continuer de progresser, de m'affiner, de sécher, etc. Mais je peux reconnaître que c'est pas facile. Il y a d'ailleurs des traitements qui existent après la ménopause, des traitements hormonaux. Bon là, ça dépasse très largement mes compétences, mais bon, vous pouvez vous renseigner assez facilement
sur ces traitements, je pense sur Internet ou ailleurs, quoi. Voilà. Donc j'espère que j'aurai bien répondu à ta question. Si tu ne l'as pas vu, va voir ma formation sur les 50 ans et plus. Euh, il y en a sur la ménopause, il y en a sur... alors pour tous ceux qui regardent cette vidéo et que vous vous approchez de cette tranche d'âge-là, j'ai vraiment fait un gros travail en fait sur le sport, la musculation, le fitness autour de ces, entre, on va dire entre 40 et 60 ans, quoi, cette période de vie qui, où on est clairement dans l'âge adulte et où on peut plus le cacher, quoi. Et voilà, donc, alors moi, j'y suis bientôt, mais pas encore. Mais par contre, la littérature scientifique est très dense en études sur ces sujets. Donc, forcément, quand je découvre des choses comme ça, je vous les partage. Et je vous en ai partagé déjà pas mal de vidéos. Donc, vous avez au moins 2, 3, 4 heures à regarder sur ces sujets. Je ne sais pas exactement combien, mais vous en avez pour à binge-watcher pour tout le week-end si vous avez envie de vous former là-dessus. Et voilà. Bon, la semaine prochaine, on parlera des entraînements avec des séries de 50 répétitions. Donc restez abonnés à la chaîne et on se retrouve jeudi prochain.